Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à la situation sécuritaire dans la région du Grand Lac. C'est une région qui est à nouveau plongée dans une spirale de violence avec la montée des discours de haine, des tensions et surtout avec les persécutions, les massacres des populations civiles, en particulier les peuples Banyamulenge, ces peuples d'expression Kinyarwanda à l'est de la République démocratique du Congo, avec la présence des forces génocidaires FDLR, avec l'implication des forces burundaises en coalition avec les FARDC, avec les Wazalendo. Et avec tout ça, avec toute cette situation, un silence assourdissant de la communauté internationale devant les atrocités qui sont commises à l'encontre surtout de ces peuples Banyamulenge à l'est de la République démocratique et du Congo. Eh bien, c'est cette thématique qui va nous occuper tout au long de cette émission. Pourquoi ce silence de la communauté internationale? Est-ce une situation qui peut être comparée à la passivité au silence de la communauté internationale lorsque le génocide commis contre les Tutsis sont perpétrés au Rwanda en 1994? Et tout ça pour comprendre les enjeux, pour analyser, décrypter cette situation. Nous avons le plaisir d'accueillir des invités sur ce plateau avec nous, Maître Jean-Baptiste Gassominari. Maître, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour et merci beaucoup. Oui, Maître, vous êtes juriste bien sûr, et vous êtes analyste politique, vous connaissez la région des Grands Lacs. Vous allez nous aider à comprendre les enjeux de cette situation qui prévaut aujourd'hui. Avec nous également Ruvugirosehene Emmanuel, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour dans ma scène. Vous êtes journaliste expérimenté, plusieurs années d'expérience dans le domaine du journalisme. Vous connaissez cette région, vous avez suivi de très près l'histoire de cette région des Grands Lacs. Vous allez également nous aider à décrypter cette situation qui prévaut aujourd'hui dans la région des Grands Lacs. Et récemment, la région des Grands Lacs a fait la une des médias avec surtout l'avancée des forces de l'AFC M23 dans la région de Uvira, la prise de la ville d'Uvira, après le départ des forces burundaises, des FARDC, des Wazalendo, des miliciens FDLR, toutes ces forces coalisées qui avaient terrorisé la ville de Uvira. Et avec cette situation, il y a eu des accusations portées contre le Rwanda, notamment par le président de la République démocratique du Congo, par le Burundi, les deux pays qui accusent le Rwanda d'avoir tiré sur le sol congolais et sur le sol burundais. Mais avant de débuter notre émission, je vais vous proposer un extrait de l'entretien que nous a accordé le ministre rwandais des Affaires étrangères, de la coopération internationale, c'est l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, qui nous fait part de la réaction du Rwanda face à toutes ces accusations du Burundi et de la République démocratique du Congo, juste après la prise de la ville d'Uvira. Je vais vous proposer un extrait et puis nous allons revenir après. Cyniques, mais qui ne sont pas surprenantes, puisque vous vous rappelez que c'est le même président Tshisekedi qui avait déclaré lors de la campagne électorale de 2023 qu'il va bombarder Kigali sans mettre un soldat sur le sol rwandais, qu'il va soutenir la jeunesse rwandaise pour se débarrasser de ce régime diabolique, comme il disait, avec ce genre de langage qui n'aidait pas dans la coexistence pacifique entre pays de la région. Et je rappelle aussi que même l'année passée, lors de la négociation du processus de Luanda, le président Tshisekedi n'avait pas respecté le cessez-le-feu qui était entré en vigueur le 4 août. Et puis maintenant, à l'heure où on parle, et surtout, disons, depuis la signature de l'accord de paix du 27 juin, il n'y a aucun jour où des avions de chasse ou des drones d'attaque de l'armée congolaise ne bombardent les positions de l'AFC M23, ce qui est en violation du cessez-le-feu, mais aussi ne bombardent les communautés Banyamulenge dans un contexte de montée des discours de haine. Et d'ailleurs, ils ne s'en cachent pas, puisque au Congo, à Kinshasa,
ils disent ouvertement que leur mission est de reprendre les territoires perdus et ils se vantent même de l'efficacité de leurs drones et de leurs avions de chasse. Et malheureusement, c'est en violation du cessez-le-feu. Et le Rwanda a toujours pris soin d'alerter la communauté internationale, d'alerter les pays occidentaux et d'autres partenaires sur cette question. Et ils étaient d'accord que c'était un problème. Mais nous n'avons jamais vu aucune réaction de ces pays. Et donc, c'est assez étonnant que le président Tshisekedi vienne maintenant en se posant en victime alors que c'est lui qui viole quotidiennement le cessez-le-feu. Monsieur le ministre, le président Tshisekedi, ce même jour, il a même affirmé que les forces rwandaises de défense ont tiré sur le sol congolais à partir de la ville de Bugarama, selon ses termes. Quelle est la réponse du Rwanda à ces propos? Ça, c'est faux. Il y a plutôt eu des tirs du Burundi à Kamanyola, ce qui a provoqué même une crise humanitaire où il y a des réfugiés congolais, plus d'1 millier de réfugiés congolais qui sont venus à Bugarama, sur notre territoire, qui sont maintenant dans le centre de transit de Nyarushishi. Oui. Et donc ça, ce sont des accusations en miroir, généralement, puisque c'est plutôt le gouvernement congolais, avec l'appui des militaires burundais, puisqu'il y a plus de 20 000 soldats burundais qui sont dans la province du Sud Kivu, qui encerclent les communautés Banyamulenge, qui les empêchent d'accéder au marché, donc qui violent, qui commettent non seulement des atrocités, mais aussi qui menacent la sécurité des pays de la région, puisqu'ils sont en coalition avec les génocidaires FDLR qui veulent s'attaquer au Rwanda, sans compter des mercenaires et d'autres forces. Monsieur le ministre, vous faites allusion au Burundi et le même jour, la même date du 8 décembre, le ministre des Affaires étrangères du Burundi a semblé alerter la communauté internationale alléguant que le Rwanda avait tiré sur le sol burundais à partir du Rwanda. Quelle est la réponse du Rwanda face à cela? C'est la même chose, ce sont des mensonges puisque les tirs sont venus du Burundi à Kamanyola. Et puis, au Burundi, en fait, le problème, c'est leur intervention à la province du sud de Kivu qui menace la sécurité de la région, sans parler de s'en prendre aux communautés Banyamulenge. Donc, il est difficile d'avoir une paix dans la région sans le retrait de ces forces burundaises qui vraiment contribuent négativement à une solution pacifique de cette crise. Voilà, c'est là donc le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, qui nous faisait part de la réaction du Rwanda après les accusations formulées par le Burundi et la République démocratique du Congo à l'encontre du Rwanda, juste après la prise de la ville d'Uvira par les forces de l'AFC M23. Pour commencer avec vous, maître Jean-Baptiste, qui représente Uvira pour avoir suscité tant d'accusations à l'encontre du Rwanda? Uvira représente beaucoup de choses sur le plan stratégie militaire. D'abord pour la RDC. Pas seulement pour la RDC, même pour le Burundi. Oui. Parce que, bon, Uvira est seulement à moins de 30 km de la capitale économique du Burundi. Oui. Uvira est une ville dans laquelle les Burundais qui vivent dans la capitale économique s'approvisionnaient en carburant, surtout qu'il y a pénurie du côté du Burundi. Uvira, c'est le lieu où transitaient les matériels militaires, le renfort, les médicaments, tout ce dont le militaire qui combattait au Sud Kivu avait besoin passait par Uvira. Donc, il n'y a aucun doute que Uvira est une ville très stratégique sur le plan des opérations militaires, mais aussi c'est la grande ville qui restait d'être conquise par l'AFC M23 au Sud Kivu, parce que Bukavu l'avait été plutôt le 25 février de l'année. Il restait Uvira et Baraka. Baraka qui d'ailleurs aussi serait tombé entre les mains de l'AFC M23. Donc Uvira, il n'y a aucun doute
que Uvira est une ville stratégique. Donc la tombée d'Uvira, je dirais que c'est un revers fatal pour les forces coalisées du gouvernement de Kinshasa, les Burundais, les FDLR, les Wazalendo, les milices tribales Wazalendo. Donc c'était vraiment, je dirais que pour eux, c'est une perte énorme. C'est pour cette raison que ça cause beaucoup de condamnations, beaucoup de supplications, beaucoup d'attention. C'est parce que c'est la ville stratégique qui est restée au sud Kivu et malheureusement, elle est aussi tombée. Oui, il y a ces réactions du Burundi, de la RDC, mais il y a aussi la communauté internationale qui s'est réveillée, qui se lève encore une fois pour accuser, pour pointer du doigt le Rwanda. Qu'est-ce que cette communauté a gagné de la ville de Uvira, Jean-Baptiste? Non, en fait, c'est même un mot qui m'agace quand on parle de la communauté internationale. Oui. C'est un mot vide de sens. Parce que la communauté internationale serait cette communauté des États qui travaillent ensemble et qui voient toutes les choses objectivement et de la même manière. Parce que cette communauté internationale qui s'agite aujourd'hui n'a rien dit lorsque la communauté Banyamulenge était encerclée, bloquée, martyrisée, tuée. Cette communauté internationale n'a rien dit. Lorsque les Burundais ont traversé la frontière pour aller relancer les hostilités, en plusieurs dizaines de milliers de soldats, ils étaient là pour la guerre. Cette communauté internationale n'a rien dit. Oui. Lorsque Tshisekedi violait le cessez-le-feu qu'il avait lui-même signé 3 mois plus tôt à Doha, lorsqu'il utilisait ses avions pour bombarder même les villages et les villes, cette communauté internationale s'est tue. Lorsqu'il déployait ses drones d'attaque et des drones kamikazes sur des régions occupées et habitées et sur des positions de l'AFC M23, cette communauté internationale s'est tue. Alors on se demande d'où vient cette communauté internationale qui vient condamner parce que son protégé a perdu la guerre. Donc, c'est là que les gens ne comprennent pas. Si vous voulez condamner la guerre et les hostilités, eh bien condamnez toutes les actions et tous les actes qui sont posés sur le terrain. Mais quand vous êtes sélectif et que vous ne voulez pas voir la réalité en face, eh bien vous perdez votre crédibilité. Et personne ne donne une importance à ce que vous dites. Oui, parce que cette communauté internationale a été témoin des exactions des FDLR depuis bientôt 30 ans ou même plus. À l'est du Congo. Cette communauté internationale qui est représentée par la plus grande mission de maintien de la paix au monde pendant 30 ans, cette communauté internationale qui n'a pas su sécuriser même un seul village à l'est du Congo, après avoir dépensé plus d'1,5 milliard de dollars chaque année, multiplié par 30, vous voyez que c'est de l'argent qui pouvait relier les routes et les chemins de fer sur toute l'étendue du territoire congolais. Mais cette communauté internationale n'est là que pour accuser et pour pointer du doigt, accusateurs aux uns et non aux autres, selon leur convenance personnelle. C'est pour cette raison que nous disons que ces condamnations sont juste une émanation d'une politique, je dirais, dirigée contre le Rwanda, mais ça n'a rien d'objectif, ça n'a rien de réel, ça n'a rien de réalité. Oui, il y a bien sûr ces accusations, mais après la prise de la ville d'Uvira, nous avons assisté aussi à une résurgence des discours de haine à l'encontre du Rwanda, mais aussi à l'encontre des populations Banyamulenge, ces Congolais d'expression Kinyarwanda. Avec vous, Sehene Ruvugiro Emmanuel, comment comprendre cette résurgence des discours de haine dans cette région, d'abord contre le peuple congolais des Banyamulenge? Comment comprendre cela? Merci. La question est très complexe et nécessite une explication beaucoup plus vaste. Oui. Qui plonge dans l'histoire, même précoloniale. Parce que
il faut d'abord répondre à... il faut clarifier 2 questions. Comment la présence de citoyens congolais kinyarwandophones sur le territoire du Congo, comment sont-ils arrivés là? Comment sont-ils là? Et d'ailleurs, il y a une anecdote qu'on a eue ces derniers temps. Il y a des étrangers, des touristes espagnols qui sont passés par Goma et quand ils sont retournés chez eux, ils ont écrit un questionnement. Pourquoi tous les militaires de l'AFC M23 parlent Kinyarwanda? Parlent Kinyarwanda. Voilà. Le territoire actuel de la République démocratique du Congo est en réalité une amalgame de territoires arrachés par-ci par-là à de grands empires, à des royaumes comme celui du Rwanda. Oui. Avant la période précoloniale, il y a des Congolais aujourd'hui et des Centrafricains qui parlent la même langue. Le Sango, c'est ça, le Sango? Le Sango à Bangui, on parle de Sango. Le Sango. Avec l'Angola, avec la Zambie. Ça fait des communautés qui parlent, qui ont les mêmes cultures, qui ont la même langue. Donc, en ce qui concerne le Rwanda, puisque justement nous parlons du Rwanda, un grand territoire qui englobe le Sud Kivu, avec la partie occupée par les Banyamulenge, et le Nord Kivu, et justement fait partie justement de de la partie du royaume du Rwanda qui a été arrachée par la colonisation pour justement faire partie actuellement de ce qu'est la République démocratique du Congo. Donc, à l'indépendance, ces populations qui parlent Kinyarwanda sont devenues de fait et de droit des citoyens congolais. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons des Congolais qui parlent Kinyarwanda. Ensuite, pour l'idéologie du génocide. D'où vient cette idéologie du génocide? Elle remonte également dans la période précoloniale, ou plutôt la période coloniale, où des anthropologues se sont mis à faire des analyses culturelles sur la culture, les différences physiques des populations qui peuplent l'Afrique, et notamment l'Afrique de l'Est. Les uns étant regroupés dans ce qu'ils ont appelé les Nilo-Hamitiques et d'autres dans ce qu'ils ont appelé les Bantous. Les Nilo-Hamitiques associés aux Tutsis et les Bantous associés aux Hutus actuellement. Si j'essaie d'aller un peu plus vite, oui. Cette idéologie sommite qui a culminé vers les années de l'indépendance aux divisions ethniques Tutsi, Hutu, et qui a abouti au massacre de Tutsis dans la région, parce que, peut-être faut-il que je le souligne, les Nilo-Hamitiques étaient dits de race supérieure, comparables aux Européens, tandis que les Hutus, les Bantous, Hutus entre guillemets, étaient de la lie des gens,
fait pour être gouverné. Voilà, c'est tout. Oui. Alors, à l'indépendance, puisque justement l'idéologie elle-même ou le mythe lui-même a été inventé par ces mêmes Européens dans le contexte de diviser pour régner, diviser les Africains pour mieux les gouverner. Voilà, on a fait comprendre au groupe Hutu que voilà, les Tutsis vous ont dominé alors que c'est vous la majorité. Pourquoi ne pas prendre l'au-dessus? Ce qui a fait que, justement, avec l'indépendance, il y a eu des massacres, il y a eu la chasse, et puis il y a eu l'exode, l'exil de Tutsis vers le Congo, vers l'Ouganda, vers les pays de la région. Voilà. Je vais un peu plus vite avec l'arrivée du régime Habyarimana. Donc plusieurs années après la colonisation. Oui, après la colonisation, après l'indépendance, l'acquisition de l'indépendance, mais pas du Rwanda, mais en réalité, indépendance de la majorité Hutu. Bon, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Habyarimana va dans le sens, justement, qui a été tracé par la colonisation et par son prédécesseur, Kayibanda Grégoire, avec le Parmé Hutu. Qu'est-ce qu'il fait? Dans l'entretemps, vous êtes témoin, Maître Gasseminari, vous savez que, par exemple, au niveau des années 80, il y a eu des exodes, plutôt des mouvements de migration de gens qui venaient du Nord Kivu, du Sud Kivu, pour être rapatriés, venir au Rwanda. Et Habyarimana s'est appuyé sur ces éléments qu'ils estimaient, ou plutôt qu'il estimait être de vrais Hutus. Et par ailleurs, il a envoyé dans ces mêmes régions, sud, nord, je parle notamment du nord surtout, du Nord Kivu avec le Magrivi, où il y a eu des gens venus de la région de Gisenyi. C'était cette association des agriculteurs. Oui, des associations, c'était une mutuelle, en fait. Mouvement, mutuelle des agriculteurs. Yes, mutuelle des agriculteurs. De Virunga. Des Virunga. Voilà. Mais en réalité, c'était quoi? Le seul but était de suivre de près, comme cela avait été fait ici, où le Rwanda était ceinturé d'éléments pro-régime, des gens venus du nord, du sud au nord, à l'est. Et on a fait justement que, même dans la région du Kivu, il y ait des gens sûrs pour aller surveiller de très près des réfugiés Tutsis qui étaient là. Si je vais un peu plus vite, avec maintenant le génocide de 1994 et le flux massif des génocidaires avec toutes leurs armes vers le Zaïre, d'alors le Congo actuel, ces gens vont s'intégrer facilement dans la société congolaise. Et qui dit intégration, dit notamment dans tous les domaines et surtout dans le domaine des forces de sécurité. Donc, on voit dans la garde présidentielle des Interahamwe, des ex-phares, et voilà. Ces gens-là qui se cachent au milieu d'une population qui leur ressemble, qui prennent des noms congolais, qui s'y adaptent très facilement, vont en réalité essayer de parachever leur œuvre génocidaire qu'ils avaient commencée ici sur des éléments dits Tutsis qu'ils ont rencontrés au Congo. Ça veut dire les Banyamulenge et ça veut dire également des Tutsis du Nord Kivu, des anciens Tutsis qui faisaient partie du territoire du royaume du Rwanda ancien,
et qui se sont retrouvés donc au Congo après la délimitation coloniale, mais aussi les Tutsis réfugiés qui n'étaient pas encore entrés. Donc, c'est l'œuvre génocidaire qui va être continuée dans la partie... Qui est exportée vers l'Est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, cela me rappelle une anecdote dans les années 2003-2004, même avant 2002, quand les sociétés civiles Rwanda, Congo, Burundi se sont rencontrées pour essayer de voir comment trouver une solution à la crise dans la région interlacustre. Alors, personne au Congo ne voulait admettre qu'il y a des Interahamwe, il y a des miliciens, que le FDLR est là. Mais ils disaient non, il y a juste des réfugiés, mais pas de ces gens-là. Alors, on leur a dit, j'aime le répéter, c'est au pied du mur que l'on connaît le maçon. Si vous avez exporté, ou plutôt importé, des génocidaires, que vous les avez intégrés dans votre société, sous peu, vous allez voir ce qu'ils sont réellement. Ils vont vous montrer leur vraie face. Si vous voulez bien comprendre, venez voir ce qui se passe chez nous. Venez voir le site de Murambi, le site du génocide de Murambi, Gisozi et patati patata. Par après, ils sont venus. Et quelqu'un dans ces moments-là a dit, voilà, on a déjà commencé à voir. Ils ont commencé à violer nos femmes, à nous tuer. Ils ont commencé à faire ceci, Voilà. Le génocide avait été exporté avec son idéologie. Mais avec ceci que Habyarimana avait mobilisé, non pas de simples citoyens seulement, il avait mobilisé même des présidents, dont le président Mobutu, n'est-ce pas? Et l'histoire récente nous a montré qu'il est allé même beaucoup plus loin avec les Kikwete, avec les Sud-Africains, avec voilà. Donc, aujourd'hui, s'il y a résurgence de cette idéologie, c'est que en réalité, il y a eu une naissance de cette idéologie du génocide, il y a eu cette propagation, et à la phase actuelle où l'on en est, on est à la cristallisation de cette idéologie du génocide qui ne fait que se traduire maintenant dans des actes de génocide au vu et au su, comme vous le disiez il y a quelques instants, de la communauté internationale. Oui, merci Seyene pour nous avoir montré que cette idéologie du génocide plonge les racines loin dans le passé. Mais Maître Gassominari, pourquoi les Banyamulenge sont la cible de ces forces congolaises, burundaises, aujourd'hui, après la prise de la ville d'Uvira, et même un peu avant? Pourquoi cet acharnement contre ce peuple Banyamulenge? La raison, je ne saurais pas la dire parce que je ne la connais pas. Ceux qui les attaquent doivent avoir leurs propres raisons, mais aucune personne ou un groupe de personnes ne devrait avoir une raison, quoi que ce soit, d'attaquer les autres citoyens et leur ôter la vie. Parce que la vie est sacrée. Normalement, aucune raison ne devrait être tolérée. Mais la situation est telle que le gouvernement congolais, non seulement il a fait appel aux militaires burundais, qui sont aussi animés de cette même idéologie, et les autres qui ont été mobilisés pour combattre cette guerre de l'AFC M23, ce sont les milices tribales. Des milices tribales qui viennent des communautés opposées à la communauté Banyamulenge au sud Kivu et d'autres groupes Wazalendo du nord Kivu aussi, qui sont toujours opposés aux Tutsis du nord Kivu. Donc, ce que nous voyons dans cette mobilisation, c'est quoi? Parce que quelqu'un a pris les armes sans être un militaire formé et sans être un professionnel de l'armée ou de la police. Par motivation ethnique.
et pour se débarrasser du voisin qu'ils considèrent comme non congolais. Comment est-ce qu'on peut se poser une question que ces milices s'attaquent à ces communautés alors que les milices sont nées spécifiquement pour nuire à cette communauté? Parce que ce sont au fait, et pour blanchir leur nom, Oui. et ils les ont appelés des patriotes, des Wazalendo. Wazalendo patriotes. Mais la réalité, elle est tout autre. Ce sont des milices tribales qui sont recrutées au sein même de ces tribus qui sont opposées aux Banyamulenge et aux Tutsis du Nord Kivu. Donc, c'est-à-dire, la naissance même de ce mouvement est due au fait de combattre la présence des Tutsis au nord et au sud Kivu. Donc, si aujourd'hui ils les attaquent, c'est normal parce qu'ils ont été armés. Donc, le gouvernement a homologué ces forces qui étaient jadis des forces négatives, des forces qui devaient être éradiquées parce que les tribus ne devraient pas avoir des armées propres à eux parce que le pays... S'il y a un État qui est... C'est l'État qui est garant normalement de qui toute devait élection. avoir le monopole de l'usage de la force. C'est comme ça que les lois disent. Donc, seul l'État a le droit d'avoir ce monopole d'usage de la force Oui. pour apporter la tranquillité dans le pays, pour protéger tout le monde. Mais lorsque un État autorise des tribus d'avoir des miliciens et armer ces mêmes miliciens, vous comprenez que l'État est complice de ce qui arrive à ces communautés victimes. Oui. Donc l'État congolais porte, selon vous, une responsabilité dans cette situation. Et il y a justement une incompréhension, il y a les exactions à l'encontre de ces populations congolaises d'expression Kinyarwanda. Et le gouvernement congolais ne fait rien, ne dit rien là-dessus. Mais il y a aussi les puissances occidentales qui gardent des silences. Et à ce propos, vendredi 12 décembre, une réunion du Conseil de sécurité s'est penchée sur le problème. Et à ce conseil, le représentant du Rwanda, l'ambassadeur Martin Ngoga, a posé cette même question. Pourquoi il y a le silence alors qu'il y a des atrocités, des massacres qui visent les populations Banyamulenge? Avant de continuer, je vais vous proposer un petit extrait du discours de l'ambassadeur, de l'intervention plutôt, de l'ambassadeur Martin Ngoga le vendredi 12 décembre au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. In 1994, in this chamber, Ambassador Kovac of Czech Republic, Ambassador Keateng of New Zealand. En 1994, dans cette enceinte, l'ambassadeur Kovac de la République tchèque, l'ambassadeur Keateng de la Nouvelle-Zélande et l'ambassadeur Gambari du Nigeria ont déclaré que des Rwandais étaient en train d'être exterminés, qu'un groupe ethnique au Rwanda était exterminé. Ils n'avaient jamais mis les pieds au Rwanda, mais ils ont assumé leurs responsabilités, ont confronté le déni et le silence qui régnaient dans cette salle et ont appelé le génocide par son nom, alors même qu'il se déroulait au Rwanda. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que ces diplomates courageux ont accompli leur devoir. Je voulais le faire à mon tour. La situation au Sud Kivu et la situation générale après l'accord de Washington sont la somme de nombreuses dynamiques. Le cessez-le-feu a été à plusieurs reprises violé par le gouvernement de la RDC, qui non seulement l'a rompu, mais a également annoncé qu'il ne cesserait jamais les attaques. Ces attaques constituent aussi des offensives. Même si les démarches diplomatiques progressent, la situation sur le terrain au Sud Kivu continue de se détériorer d'une manière que ce Conseil ne peut ignorer ni moralement ni légalement. Au cours de l'année écoulée, et en réalité depuis 2017, les Banyamulenge, une communauté Tutsi de la RDC parlant le Kinyarwanda, ont subi une persécution systématique et croissante, largement documentée. Je souhaite me concentrer uniquement sur cet aspect parmi tant d'autres, qui ensemble expliquent la situation actuelle. Permettez-moi de souligner quelques incidents seulement, qui font partie de cette campagne soutenue et systématique de persécution contre les Banyamulenge, les Tutsis congolais parlant au Kinyarwanda.
Depuis 2017, plus de 85% de villages Banyamulenge du Sud Kivu ont été détruits. On estime qu'environ 700 000 têtes de bétail, leur principale source de subsistance économique, ont été pillées et abattues. Le 25 août 2025, les milices Wazalendo et les FRDC ont lancé un ultimatum de 10 jours exigeant que les Banyamulenge quittent Uvira ou soient tués. Cet ultimatum interdisait également leur accès au marché, aux points d'eau et à d'autres moyens essentiels de survie. Le 4 septembre 2025, une décision a été prise pour refuser aux civils Banyamulenge l'accès aux points d'eau publics, au motif qu'ils étaient des ennemis. Du 5 au 8 septembre 2025, des civils Banyamulenge ont été enlevés et abattus, tandis que des foules scandaient des appels à la fin des Banyamulenge. Ce sont là des indicateurs précoces d'atrocités, crimes, discrimination, déshumanisation, déplacements forcés et déni de services essentiels. Des dizaines de milliers de soldats burundais ont été déployés au Sud Kivu à l'invitation du gouvernement de la RDC. Cela s'ajoute à la présence des FDLR, des mercenaires, des Wazalendo et d'autres milices. Ces forces ont mis en place des blocages militaires coordonnés qui ont encore aggravé la situation décrite ci-dessus. These troops established coordinated military blockades, which exacerbated the situation above. Voilà, l'ambassadeur Martin Ngoga, représentant du Rwanda à l'ONU, qui réagissait face au silence de la communauté internationale, alors qu'il y a des atrocités, des massacres qui visent les populations congolaises d'expression Kinyarwanda. Pour revenir à vous, maître Jean-Baptiste Gassominari, comment comprendre ce silence de la communauté internationale alors qu'il y a des massacres et des crimes qui sont documentés au vu aussi de tout le monde? Pourquoi ce silence? Moi, je pense que la communauté internationale et les grandes puissances sont silencieux face à cette situation parce qu'ils n'ont pas d'intérêt dans la sécurisation de ces groupes vulnérables. Certains éléments de cette même communauté internationale, de ces pays puissants, sont manipulés, corrompus par le gouvernement de Kinshasa, qui véhicule un autre narratif contraire à la vérité sur le terrain. Mais le fait de ne pas avoir intérêt ou de ne pas voir les intérêts en protégeant cette population qui est ciblée, qui est victime, c'est ce qui justifie ces silences. Donc, les États ne regardent que leurs intérêts, les puissances ne voient que leurs partenaires, et dans ce cas d'espèce, c'est le gouvernement congolais qui est partenaire de ces États, c'est le gouvernement congolais qui discute avec ces États, donc c'est le gouvernement congolais qui donne des informations qui ne sont pas vraies, et je pense que ces États ont intérêt à coopérer avec le gouvernement congolais, qu'à regarder les exactions qui sont commises par les militaires gouvernementaux, les miliciens Wazalendo, les militaires burundais, et même tous les soutiens du régime de Kinshasa. Donc, c'est ce qui justifie ces silences. Sinon, ces faits répréhensibles sont commis en plein jour, au vu et au su de tout le monde. Ce n'est pas l'information qu'ils n'ont pas. Oui. Ils ont l'information. Mais s'ils ne veulent pas agir sur l'information qu'ils ont, c'est parce que les intérêts qu'ils défendent et les intérêts qu'ils ont à coopérer avec les gouvernements responsables de ces actions, de ces exactions, sont plus supérieurs. Donc les intérêts sont au-dessus de cette valeur de défendre les victimes qui sont par ailleurs des victimes de leur propre gouvernement. Donc un pays qui devait les protéger, c'est ce même pays qui arme les milices pour aller les tuer et pour aller faire des blocages. Donc je pense que c'est un silence calculé, c'est un silence basé sur les intérêts que
tout ce monde tire du gouvernement de Kinshasa. Donc, je pense que c'est délibéré. Ce n'est pas qu'ils se taisent, mais ils évitent de dire quoi que ce soit pour ne pas blesser les sensibilités des gens dont ils ont besoin. Oui, donc au fond, en connaissance de cause, toujours sur le même sujet, Sehene Ruvugiro Emmanuel, l'ambassadeur Ngoga, représentant du Rwanda à l'ONU, l'a rappelé au Conseil de sécurité. Lorsque le génocide commis contre les Tutsis se perpétré en 1994, il n'y a que 3 pays qui ont osé parler réellement de ce qui s'est passé. La République tchèque, la Nouvelle-Zélande et le Nigeria, qui ont parlé du génocide qui se commettait. Est-ce que d'après vous, n'y aurait-il pas un risque de revoir malheureusement la même situation qui se répète aujourd'hui, 31 ans après le génocide commis contre les Tutsis, parce qu'il y a le même silence que l'on observait en 1994? Il y a toujours les mêmes acteurs qui sont là. Cette prétendue communauté internationale, comme le disait M. Gassominari, qui n'existe pas en réalité. Oui. Juste un spectre qui fonctionne autour de pays importants, qui l'a fait marcher. Voilà, elle était là, aujourd'hui elle est là. Je reviens au propos de Mitterrand en plein génocide, quand sur le génocide ici au Rwanda, il a dit, bon, le Rwanda c'est un petit pays, hein. Ce sont des sauvages qui laissaient les sauvages s'entretuer. Voilà, ce sont des sauvages qui s'entretuent. Il n'y a que le jeu d'intérêt, la vérité, la justice, il n'existe pas. Comme vous le disiez, à qui profite ce qui se passe? Ou à qui a profité ce qui s'est passé en 1994, quand le génocide était en train d'être perpétré ici? Oui. Il y avait une force, une main étrangère qui sous-tendait, qui avait, disons, qui parrainait même le génocide ici, qui ne voulait pas lâcher. Je me rappelle que, par exemple, en ce moment-là, même le président Clinton, qui a été l'un des premiers à fouler le sol rwandais après le génocide, et quand il s'est rendu compte de ce qui s'est passé, il a failli s'évanouir. Vous comprenez? Mais son gouvernement avait une interdiction stricte de prononcer le mot génocide, alors que tout, dans la définition même du génocide, ciblage de population sur base de ceci, de cela, tout était là. Vous voyez que c'était le génocide, mais interdiction formelle au sein du gouvernement des États-Unis de prononcer le mot génocide. Donc, il n'y a que des intérêts qui se jouent. Les mêmes intérêts se jouent même maintenant. Voilà. Les industries d'armement, comment vont-elles écouler leurs armes, leurs munitions? N'est-ce pas? La main-d'œuvre, les mines des petits pays aujourd'hui en Europe qui aujourd'hui font partie de puissances économiques et militaires, alors que du point de vue sous-sol, du point de vue, il n'y a rien, ils n'ont rien. Comment voulez-vous qu'ils aient de ces ressources pour les pousser, à de tels niveaux au plan mondial? Voilà, c'est le Congo. Le Congo est là. C'est une ressource intarissable. Alors, ça veut dire quoi? Que le Rwanda ait raison, que le Rwanda dise la vérité, que voilà, qu'il y ait ceci,
que la MONUSCO soit là depuis 30 ans, qu'il y ait que la vraie information, mais cette information n'aura pas de place du moment que le jeu d'intérêt, pour certains pays, sera toujours pris en compte. Donc, ce qui s'est passé en 1994 peut même se répéter aujourd'hui. Cela se comprend parce que cette communauté internationale, en réalité, elle n'est pas là et elle fait semblant de ne pas être là. Oui, c'est la crise congolaise à laquelle on assiste. Mais nous voyons l'entrée en jeu du Burundi. Maître Jean-Baptiste Gassominari, vous suivez de près la politique de la sous-région. Comment analysez-vous le rôle du Burundi dans ce conflit congolais et surtout avec la prise de la ville de Vira après, bien sûr, Bukavu et Goma? Comment comprendre, comment analysez-vous le rôle du Burundi et son entrée en jeu? L'entrée en jeu du Burundi dans la guerre qui se combatte à l'est de la RDC est motivée par plusieurs raisons. La première, c'est une raison idéologique. La République démocratique du Congo et le Burundi partagent ces idéologies d'extermination des personnes qui ne leur ressemblent pas, entre guillemets. Et ça, c'est la première motivation. La deuxième motivation est une motivation purement économique. Le Burundi vend les services à la RDC contre l'argent. Donc, c'est bien connu dans toute la région que pour un militaire de rang déployé en RDC, équivaut à $5 000 le mois de paiement. Et pour le militaire des rangs supérieurs des officiers, ce montant est majoré, je crois, de 3 000, ce qui fait entre 7 et 8 000 $ le mois. Mais Maître Gassominari, c'est peut-être des suppositions. Est-ce qu'on va avoir des preuves? Non, mais c'est ce qui s'est dit dans la presse, parce que les autorités burundaises et congolaises confirment qu'il y a un accord de coopération militaire entre les deux pays. Oui. Et comme vous le savez, les services que rendent le militaire sont des services payants. Donc, les informations font état de paiements de 5 000 jusqu'à 8 000 $ selon que c'est un officier ou un militaire de rang. Et si vous prenez cet argent et que vous multipliez par plus de 20 000 hommes, c'est une fortune. Pour un pays qui a une économie, une petite économie comme le Burundi, c'est une manne extraordinaire. Donc ça, c'est une autre motivation. La troisième motivation, ils y sont aussi pour d'autres raisons commerciales, parce que c'était bien connu, ils le disaient eux-mêmes, lorsqu'ils combattaient au Nord Kivu, que le président Tshisekedi leur avait promis la mine de Rubaya une fois s'ils arrivent à chasser la FCM 23. Donc, il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est cette idéologie que ces gens partagent. Tantôt, CN le disait, lorsque les gens se disent qu'ils sont des Bantous et que les autres sont des Nilo-Hamites, lorsqu'ils propagent de faux bruits en disant que l'AFC M23 fait partie d'un groupe qui veut imposer l'empire Hima-Tutsi en RDC et qu'eux, ils sont venus le combattre. Donc vous comprenez que cet aspect idéologique est une motivation, mais les raisons économiques aussi viennent maintenant s'ajouter à cette motivation. Mais ce n'est pas pour rien qu'un pays qui n'est pas en guerre mobiliserait plus de 20 000 hommes. Vous imaginez, c'est un chiffre très important quand il s'agit de militaires. Donc 20 000 hommes, c'est des militaires qui se suffisent à eux-mêmes pour prendre tout un pays. Mais le Burundi en a mobilisé autant. Et jusqu'à déployer l'artillerie lourde, de tirer à partir de son sol
Oui. Vous le disiez tantôt qu'ils accusent le Rwanda d'avoir tiré sur leur territoire, mais ils ont oublié de mentionner qu'eux, ils tiraient sur Kamanyola à l'aide de l'artillerie installée sur le sol burundais. Donc, quand un pays prend un risque comme ça, ce n'est pas pour rien. Donc, ils ont des motivations profondes de faire partie de cette guerre. Et comme vous le savez, c'est depuis 2022 qu'ils sont présents à l'est du Congo et qu'ils combattent aux côtés des forces gouvernementales congolaises, des FDLR, des milices Ouazalendo, des mercenaires blancs et à l'époque des militaires déployés par la SADC. Mais aussi, n'oubliez pas, il n'y a pas longtemps, lorsqu'il y avait les incursions des FLN au sud-ouest du Rwanda. Oui. Mais ils venaient du Burundi. Donc, le régime burundais n'a jamais cessé de soutenir les génocidaires qui veulent déstabiliser la sécurité du Rwanda. Donc, c'est pour cette raison que, quand vous le voyez s'impliquer dans la guerre du Congo, on dirait que c'est une guerre qu'ils sont en train de combattre. Et pour eux, ils disent que ce n'est pas... Donc, pour eux, ils nient l'existence de l'AFCM 23. Ils pensent qu'ils sont allés au Congo combattre l'armée rwandaise. Oui. C'est ce qui est totalement faux. Donc, c'est une motivation idéologique, une motivation économique, mais leur présence dans cette guerre n'est pas un fait du hasard ou fortuit. C'est quelque chose de très prémédité et c'est entretenu par les tenants du pouvoir aujourd'hui au Burundi. Et c'est un pouvoir qui est basé sur ces idéologies ethniques. Oui. Et si tu permets un peu. Oui, pour terminer, oui, un mot. Juste un petit rien. Oui. En ce qui concerne le Burundi, le contraire, on serait plutôt étonné du contraire en ce qui concerne leur position. Oui. Un pyromane ne peut en aucun cas être un pompier. Hein, vous comprenez? En matière d'idéologie, le Rwanda et le Burundi ont toujours été la main dans la main. Regardez ce qui s'est passé en 72-73, 93 avec l'Indada et consorts. Oui. Donc, maintenant que les Burundis, certains éléments burundais, après avoir perpétré le génocide ici, sont repartis chez eux et ils vivent en paix aujourd'hui. Maintenant qu'ils sont payés, hein, voilà, c'est une motivation de plus. Oui. Donc, idéologie d'abord, et maintenant, on sera payé pour ce qu'on va faire. Voilà, ils y mettent toutes leurs forces. Cela se comprend bien. Oui, et pour clôturer en 10 secondes, peut-être, Maître Jean-Baptiste Gassominari, est-ce qu'on peut croire, on peut espérer qu'il y ait un cadre régional ou international pour désamorcer le conflit? C'est possible d'être optimiste? Non, c'est très possible s'il y avait la volonté de terminer cette guerre. Parce que c'était facile. Déjà, l'accord cadre avait été signé à Doha. Sur les 8 protocoles, il ne restait que 6 pour les discuter, se mettre d'accord, signer et puis mettre en œuvre. L'accord de cessez-le-feu existe il y a 3 mois. S'il y avait la volonté de mettre en œuvre ce qu'on a signé, si le gouvernement congolais n'avait pas relancé les hostilités, je pense que la guerre allait se terminer. Parce que l'AFCM 23 est ouvert au dialogue. Ils veulent terminer cette guerre par le dialogue, mais malheureusement, le gouvernement congolais n'en veut pas. C'est pour cette raison qu'ils ont relancé les hostilités en bombardant avec les avions et les drones d'attaque. Donc, je pense que s'il pouvait y avoir, ne serait-ce qu'une petite volonté politique de la part du gouvernement congolais, cette guerre peut se terminer parce que ce n'est pas une guerre difficile à terminer. Oui. Et dans 5 secondes, Sénéro Vugiro Emmanuel, est-ce qu'il y a lieu d'être optimiste avec ce à quoi nous assistons aujourd'hui? Bon, les pilleurs européens ne seront jamais rassasiés du Congo. Ils seront toujours là. Mais je suis optimiste en ce qui concerne, comme vous le disiez, cette volonté politique qui a toujours témoigné que, justement, si on veut ceci, cela peut aboutir. Avec l'idéologie, on peut déraciner tout ça. Oui. Parce que les gens peuvent vivre justement pour partager des intérêts.
Voilà, tout est possible avec la volonté politique. Voilà. Et voilà, on se quitte sur cette note d'optimisme, tout en espérant que la région des Grands Lacs finira par respirer la paix, que les populations de la sous-région pourront vivre paisiblement comme cela se doit. Et c'est par là donc que nous allons clore cette émission. Merci en tout cas à Maître Jean-Baptiste Gassominali d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci également à vous, Séné Rovogure Emmanuel, d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est pour moi. Merci. Et à vous toutes et tous, chers fidèles de l'émission Majuscule Propos, prenez soin de vous. La télévision rwandaise reste à votre compagnie.